Bonjour à ce sixième Let's Talk Reboot conseil autour des tests automatisés de Node.js et de l'IA cette fois-ci. Je vous laisse avec l'excellent Yacine qui va nous présenter le sujet. Merci. Merci beaucoup, Ahmed. C'est bon? Ok. Merci beaucoup, Ahmed, de m'avoir présenté. Effectivement, il a dit le mot de 2023, il a dit le mot IA. Alors, moi, en fait, j'étais parti sur faire un Let's Talk sur les tests automatisés en Node.js, comme vous le voyez. Mais en réalisant mon travail, je me suis rendu compte des possibilités incroyables qu'il existe aujourd'hui en termes de NLP, Natural Language Processing, et en quoi on peut déjà implémenter cette technologie dans des tests automatisés. Donc je vous ai fait un gros teaser, mais je maintiens que le sujet principal du Let's Talk, ça reste, ça reste les tests automatisés, mais qu'à la fin, en fait peut-être les 3 derniers quarts d'heure, on va beaucoup parler d'IA. Mais en attendant, ce que je vous invite à faire, c'est d'aller sur ce repo, parce qu'il n'y aura vraiment pas beaucoup de slides sur cette présentation. Il y aura énormément d'exemples de code. Moi, ce que je veux vous proposer avec ce repo, ce n'est pas faites du TDD from scratch, c'est plutôt une banque de snippets, de morceaux de code que vous pourrez réutiliser pour la plupart des problématiques que vous rencontrerez. Donc, comment tester la connexion à une base de données, comment faire en sorte de moquer une fonction, etc., etc. Tout ça, c'est des problèmes qu'on rencontre souvent, qu'on doit googler 1 milliard de fois. Et du coup, je me suis dit, c'est sympa d'avoir ça dans un repo où on a plein de snippets. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais parcourir les snippets qui sont au nombre de 10. Le dernier s'appelle X, parce que c'est de l'IA. Je me suis dit, on va pas mettre 10, on va mettre X, c'est plus stylé. Et du coup, pour ce dernier point, là, ça va être la folie. Je vous annonce tout de suite. N'hésitez pas à interagir, à poser des questions, parce que d'une part, c'est ennuyant pour ceux qui écoutent de juste écouter, et d'autre part, c'est plus sympa quand il y a de l'interactivité, quand vous voulez que je fasse quelque chose, vraiment, il faut interrompre mon flot de parole, n'hésitez pas. Du coup, c'est la fin des slides, maintenant on va passer au code, parce qu'au final, c'est pour ça que vous êtes venus. Donc je vais fermer PowerPoint, et je passe sur ce repo. Je pense qu'on vous a donné la description, que la régie a fait ça. OK. Et du coup, maintenant, je vais passer sur le repo en question. Comment ça marche? Donc, j'ai réalisé 10 scénarios et on va les dérouler. Et en fonction du temps qui passe, je regarderai de temps en temps, je voudrais m'étendre particulièrement sur le dernier. C'est ce dernier scénario qui a fait en sorte que je ne dorme pas beaucoup cette nuit parce que ça m'a vraiment blow my mind. Et du coup, le premier scénario, c'est le niveau 0, on va dire. Je ne fais pas de test. Qu'est-ce qui se passe quand je ne fais pas de test? Eh ben, là, je l'ai mis en anglais, mais je vais vous traduire. L'idée, c'est que ne pas faire de test, même si on est à peu près sûr que son code fonctionne comme on a envie, eh ben, naturellement, c'est error prone, il y a des risques d'erreur. Et souvent, quand on croit, parce qu'on a manuellement checké l'output d'une fonction, que le code fonctionne comme il le devrait, eh ben, parfois on est fatigué, parfois on comprend mal quelque chose, on est imparfait et on n'est pas aussi systématique qu'un test runner. Donc là, si je rentre dans le scénario 0, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a juste le template pour démarrer une application Node en TypeScript et il y a une fonction qui va faire du binary search. OK. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur ce que c'est que le binary search. Le binary search, c'est le fait de, quand on a une séquence ordonnée de valeurs, on va couper en deux à chaque fois. Je pense qu'on appelle ça en français, c'est recherche dichotomique, il me semble. Qu'on va couper en deux à chaque fois le dataset pour chercher plus rapidement. Du coup, le développeur qui ne connaît pas les tests, il va écrire sa fonction et puis il va vérifier les outputs ici. Il s'est mis des petits commentaires. Il s'est dit c'est cool, si j'ai ces outputs-là, c'est que ma fonction fonctionne. Oui, ma fonction fonctionne, probablement. Du coup, là, si je run mon truc, pardon, hop, c'est mieux ici. Du coup, si je run mon truc, du coup, je ne vais pas run la méthode de test, puisque ça ne s'appelle pas test, mais start pour le coup. Si je run ça, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir mon output, je suis content. Donc là, c'est un process extrêmement long. Parce que je vais regarder chaque valeur, mes petits comments, 2, 1, 5, 8, moins 1, gna gna gna, ouais, ça a l'air bon. Vous voyez un peu la procédure, on demande à shipper des bugs en production quand on travaille comme ça, vraiment. Et du coup, là, si je me mets à introduire un bug, je me suis dit, oh, je suis un cador, je vais faire du refactoring et je mets la mauvaise valeur, peut-être parce que je viens de manger chinois, que c'est midi et que je suis fatigué. Et si je fais ça, il n'y a rien qui va me dire, gros, ton code, c'est nul,
parce que finalement, j'ai des valeurs 1, moins 1, c'est très facile de confondre, par exemple, et ça va vous arriver tout le temps, en fait. Et le truc, c'est que le pire dans tout ça, c'est que cette façon de faire, de vérifier manuellement, ne crée pas, pardon, ne suscite pas de code erreur à la sortie du programme. C'est-à-dire là, il n'y a rien qui nous dit dans notre terminal, il y a eu un exit code à 0, c'est-à-dire que tout s'est bien passé, ou un exit code à plus que 0, c'est-à-dire qu'il y a eu un problème. Et du coup, c'est un gros souci. Donc ça, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Donc là, je vais passer à la partie du scénario 1. Je regarde l'heure. À la partie du scénario 1, l'idée, c'est d'automatiser ce process pour ne plus jamais avoir des erreurs humaines dans ce qu'on sait déjà tester. Du coup, je vais fermer le scénario 0 et je vais ouvrir le scénario 1. Alors, c'est pour ça que j'ai écrit des notes, c'est pour m'en rappeler. Du coup, vous setez votre package JSON une fois avec plein de dépendances qu'on vous aurez tout le temps besoin quand vous faites des tests Node.js, et je vais m'étendre là-dessus. Vous gagnez du temps, et en plus, l'output du test, c'est pas comme le truc dégueulasse que vous avez vu tout à l'heure, c'est beaucoup plus joli, quoi. Donc, pour faire ça, c'est souvent là que les jeunes développeurs ou que les gens qui ont arrêté de tester leur code, parce que souvent la raison c'est les délais, la plupart des gens abandonnent sur ce first step, c'est de set les dépendances de ces tests. En l'occurrence, il y a plusieurs dépendances à installer. Si vous faites du Node, vous avez besoin de Jest ou bien de Mocha, qui est un autre test runner. Un test runner, en fait, c'est quelque chose qui est en mesure d'exécuter du code, de vous retourner un résultat sous la forme d'exit code. Ça contient souvent des utilitaires qui vont bien vous formater l'output en sortie de vos tests, etc. Donc, il y a des gros players en JS, il y a Jest et Mocha et Chai. Moi, j'utilise Jest personnellement parce que je trouve très facile d'utilisation. Et maintenant, en Node.js, il y a même une librairie native d'assertion. Donc, moi, j'ai toujours utilisé Jest. Je ne prétends pas que c'est le meilleur, mais c'est celui que je connais. Du coup, les dépendances dont vous avez besoin en dev dependencies, parce que vous n'avez pas besoin de shipper des dépendances de dev en production, ces dépendances sont Jest, @types_jest parce qu'on est en TypeScript, TS_jest parce qu'on est en TypeScript, TS_node parce qu'on est en TypeScript, et bien sûr TypeScript. Alors, il y a plein de gens qui installent TypeScript sur leur machine. C'est cool, en dépendance globale, etc. Mais le jour où quelqu'un d'autre qui ne travaille pas sur votre stack clone votre projet, vaut mieux que vous mettiez TypeScript en dépendance de dev. Comme ça, il n'y aura pas l'appel Teams ou Google Meet qui dira hey, en fait, j'ai pas réussi à run le projet parce que blablabla. Parce que vous shippez tout ce dont vous avez besoin dans le projet, il faut en profiter. Du coup, ça, c'est les dépendances dont vous avez besoin. Et là, c'est la partie où moi, je me vois déjà il y a 4 ans, je vois ça, je panique et je ne fais pas de test. Mais en fait, c'est parfaitement compréhensible. Ce machin-là, c'est une gest config. Ça se met à la racine du repo, gest.config.js, et ça exporte cet objet-là. Gest, à un moment, va le récupérer et le lire. Ce truc-là, ça fait quoi? Ça te dit, tout ce qui finit par un fichier TS, on va utiliser ce qu'on appelle un transformer, quelque chose qui est capable d'utiliser la librairie Jest via TypeScript, et c'est le truc qu'on a installé avant, TS_jest. Ensuite, ça dit quoi d'autre? Ça dit, on va chercher dans le dossier test. Alors, il y a des gens qui mettent les fichiers test en même temps que les fichiers sources. Moi, je préfère les séparer. On va chercher dans le dossier test tout ce qu'il y a, comme dans son nom, n'importe quel caractère, suivi de .test ou spec, .ts, tsx. Tsx, c'est pour le React. Et du coup, ça dit juste ça. Cette valeur-là aussi, elle est importante. Si d'aventure, vous faites un test qui implique de l'asynchronicité et que ce test, pour une raison X ou Y, timeout, à un moment, vous voulez que vos tests s'arrêtent. Et ça, c'est le timeout. Je trouve que 30 secondes, c'est énorme. Mais bon, voilà, c'est la valeur par défaut. Vous pouvez aussi choisir comment vous allez importer vos modules JavaScript. Alors, je ne vais pas faire un let's talk sur les modules JavaScript parce que c'est un enfer. Perso, moins je m'y intéresse, mieux je me porte. Mais en gros, les modules file extensions qui sont gérés par Jest sont celles-ci. Ok, donc ça, c'est la partie, on va dire, setting. Et au final, vous vous rendez compte que c'est plutôt facile. Tout le monde se fait une montagne de comment je fais pour setter mon environnement test. Mais en réalité, c'est facile. Le dernier truc que vous avez à faire, c'est de dire ici, de créer un script. Vous pouvez l'appeler mes-tests, test, vous l'appelez comme vous voulez. Et il doit juste run la commande Jest, puisque le test runner qu'on utilise, c'est Jest. Et du coup, ce script-là, on va le run tout de suite. Et on va voir que l'output, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'output, voilà, je vais plutôt l'ouvrir. Comme ça, on pourra comparer par rapport à l'output de tout à l'heure. Vous verrez que c'est beaucoup plus stylé en fait. npm run start sur le premier. Donc là, on a notre truc dégueulasse et probablement faux, il me semble d'ailleurs.
Oui, c'est le truc qui est faux, mais on ne sait pas. C'est cool. Et là, je vais faire un npm run test. Et là, c'est beaucoup plus stylé. On sait qu'on a run 2 tests. On sait en quoi consistent les tests. C'est divisé en catégories. C'est juste le bonheur. Et ça retourne un exit code. Genre là, j'ai eu un exit code à 0, même si je ne le vois pas. Une CI, c'est-à-dire une automatisation qui va checker le résultat de vos tests, sera en mesure de le savoir. Et du coup, c'est sympa. J'ai mon test bien formaté. Et du coup, si on reproduit le même scénario que tout à l'heure, à savoir, à savoir mettre mon bug ici, j'ai mis un petit rappel. Si je fais ça, bah là, ça va se voir tout de suite. Bang, j'ai un test qui a échoué. Donc, il faut savoir lire aussi cet output-là. Souvent, vous avez écrit un gros fail, et c'est comme ça dans tous les langages de programmation et tous les test runners. Fail, failure. Vous avez le message d'erreur, quel est le test qui a échoué. Vous avez l'assertion qui a échoué. Après, je vais vous parler un peu plus de ces assertions. Et vous savez que la valeur que vous attendiez, c'était ça, mais qu'à la place, vous avez reçu ça. C'est quand même tout un monde par rapport à ça. OK ? Donc, rien que ça, bah, ça va supercharger en gros votre processus de développement. Un dernier point que je voulais aborder dans ce scénario 1, c'est que... Ah non, c'est pas sur le scénario 1, je pense que c'est le scénario 2. C'est que forcément, je vous ai parlé d'exit code. Les exit codes, ça permet de valider automatiquement est-ce que mes tests sont passés ou pas, de manière programmatique, afin de prendre une décision. Souvent, cette décision, c'est déployer l'application. Et du coup, avant de passer au scénario 2, je ne vous ai pas montré quand même le truc principal du scénario 1. Le truc principal du scénario 1, c'est les tests. Et du coup, j'y vais. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ben, on importe notre fonction qu'on veut tester, la function under test, vous allez souvent entendre ce terme. On décrit ce qu'on est en train de tester. Ben, je teste ma fonction, donc je mets son nom. Et on crée ce qu'on appelle des test cases, c'est-à-dire les cas qu'on veut tester. OK? Donc là, on a un premier test case qui dit je devrais retourner l'index correct quand le nombre recherché est dans le tableau. Et là, je suis censé retourner -1 quand il n'est pas dans le tableau. Et vous voyez, c'est ultra lisible, c'est reposant, c'est fluent. Vous mettez ce que vous voulez, vous mettez expect, ça veut dire je m'attends à ce que le résultat de ma fonction avec ces paramètres-là soit to be 2. Vous pouvez même mettre des mots assez fluents de grammaire anglaise, not to be par exemple. Et vous pouvez décider que vous attendez à ce que ce ne soit pas ça, par exemple. C'est très lisible. Ça veut dire que demain, quelqu'un qui code un peu et qui est un peu plus product owner sur les bords, il lit vos tests, il sait ce que vous avez testé. C'est très facile de travailler en collaboration de cette manière. Maintenant, quelle heure est-il? 13h17. On va passer au scénario 2. Le scénario 2, je pense qu'il vaut le coup de s'arrêter dessus. Et après, je pense que j'irai un peu plus vite sur les autres parce que je vous ai promis un truc de fou et vous l'aurez. Et du coup, le scénario 2, c'est quoi? C'est le fait de mettre ces tests dans une pipeline. C'est quoi une pipeline? C'est une automatisation. On avait déjà fait un Let's Talk dessus il y a 6 mois, mais on va le rappeler. C'est une automatisation qui permet de déployer du code et de le tester automatiquement. Comment ça marche? Donc là, on retourne sur nos tests. C'est exactement le même test. La seule différence, c'est ce petit dossier github.github/workflows que vous voyez ici. Vous avez toujours ce format-là d'un certain formalisme, je le répète, de dossier ou de fichier à respecter. Souvent, c'est des fichiers YAML, c'est là que vous allez écrire vos pipelines. Donc là, on va oublier tout ce qui est écrit en dessous. Ce n'est pas ça que je veux vous montrer. Là, on est vraiment sur notre premier scénario de test. En gros, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? Ça veut dire que quand on push notre code qui a changé sur main, on crée une machine ou un container, je ne sais pas ce que run GitHub, de type Ubuntu. Ensuite, on installe Node.js, généralement le Node.js que vous utilisez, là c'est le 18. Et ensuite, on lui dit, une fois que tu as checkout dans le repo, c'est-à-dire que tu as cloné le repo et que tu es rentré dedans, rentre dans ce dossier-là, là en l'occurrence c'est le scénario 2, et tu run mes tests. Et du coup, ça va aller juste chercher dans le package JSON que vous voyez ici, et run les tests. Là, vous allez voir ici qu'il y a cette petite commande npm CI. Ça fait quoi ce machin? C'est comme npm install, mais c'est un npm install un peu spécial. C'est-à-dire que lui, il va chercher ce qu'on appelle les frozen dependencies. Justement, pour garantir que le code que vous déployez correspond exactement à toutes les versions des libs que vous utilisez.
Et en gros, cette commande-là va échouer si vous n'avez pas de package lock.json. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en vrai, vous voyez que mon package.json, il dit que j'ai besoin de ça, 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 ça comme librairie. Il donne les versions, mais il est assez lâche sur comment on récupère ces versions. Ça veut dire demain, là, il y a une 10.9.1 qui sort, ou pardon, une 10.9.2 qui sort, eh ben, elle sera installée. Elle sera installée le jour où je ferai npm install, et là, je verrai toujours dans mon package.json un 10.9.1. Pourtant, j'ai la 2. Comment ça se fait? Ça veut dire ça veut juste dire installe tsnode au minimum à cette version-là. Ça veut juste dire ça. Mais ça ne veut pas dire que s'il n'y a pas une version mineure ou un patch qui sort un peu plus haut, eh ben, elle ne sera pas installée. Et en fait, la vérité, elle est détenue par ce fichier-là, le package lock.json. Du coup, là, si je cherche tsnode là-dedans, en fait, c'est le jour où tsnode va évoluer, bah, mon 10.9.2, il va apparaître là-dedans. Ok? Donc vous voyez, il y a des sous-dépendances aussi. Mokhtar, qui fait partie de mon crew, a eu ce genre de soucis récemment. Eh ben, il y avait des sous-dépendances qui n'étaient pas synchronisées parce que des librairies aussi ont besoin de librairies, etc. Donc lui, en fait, il fixe dans le temps, ce fichier-là, l'état de vos dépendances, comment vous exécutez votre code à l'instant T. Et c'est pour ça qu'on exécute npm CI dans une CI et pas npm install. Parce qu'on veut être sûr de la reproductibilité de tous les bugs qui seraient passés outre les tests éventuellement. Donc, ça va, on a le temps. Du coup, là, ça, c'est le scénario 2. Je mets mes tests dans une pipeline. Du coup, là, je vais commencer à filtrer. Ça, c'est important. Mais tout est important, c'est incroyable. Du coup, on va passer au scénario 3, où là, je vais parler de ce qu'on appelle le pattern Arrange, Act, Assert. Et je fais juste une petite parenthèse. N'hésitez pas à revenir sur le repo, n'hésitez pas à le forker, n'hésitez pas à faire des commentaires, n'hésitez pas à créer des issues. Le but, c'est moi, j'aimerais vraiment créer une sorte de banque de snippets où il y a plein de tests. Et le jour où quelqu'un a besoin de faire un test en Node.js, bah, il regarde là-dedans, il a l'exemple correspondant et c'est parti, quoi. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Donc là, c'est vrai que je vous lis une ribambelle de scénarios, mais pour moi, certains sont plus importants que d'autres, notamment celui-là. Donc le Arrange Act Assert, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire quand on va créer un test, on aura toujours 3 phases, voire 4. Et ces phases-là, c'est j'arrange les conditions de mon test, de quoi mon test a besoin pour être exécuté. Et je pense que ce sera beaucoup moins abstrait si je vous montre le test. Là, par exemple, je teste une fonction qui s'appelle générateur. Donc rapidement, un générateur, en gros, c'est quelque chose qui va itérer sur une séquence de valeurs, mais qui ne va pas charger toute la séquence en mémoire et qui va avoir une fonction pause, en quelque sorte, et qu'on peut itérer sur une valeur potentiellement infinie d'objets ou de valeurs. Et on va pouvoir poser la fonction et la reprendre plus tard, en faisant en sorte que ça ait un impact moindre sur la mémoire que si on chargeait upfront tout un énorme dataset et qu'on faisait une boucle dessus. Donc ça, ce générateur-là, typiquement, moi, je n'utilise pas ça souvent, et c'est vraiment un truc que j'aurais envie de tester si je devais le shipper en production. Et du coup, bah, j'écris mes tests. Et là, je me dis, d'abord, qu'est-ce qui se passe si je ne lui précise pas la fin et le début? En gros, ce truc-là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre une valeur de début, une valeur de fin, et ça va me générer autant d'éléments qu'il y a entre la valeur de début et la valeur de fin incluse. Voilà, c'est ça que ça va faire. Et c'est censé retourner un tableau de nombres correspondant justement à ces 2 bornes. Et du coup, moi je me dis, mais qu'est-ce qui se passe si je ne rentre pas mon machin? J'ai pas l'habitude d'utiliser des générateurs, je ne suis pas confiant, je ne sais pas du tout. Donc là, c'est typiquement le moment où je vais utiliser des tests. Mais moi ici, je vais vous parler surtout du Arrange Act Assert pattern. En gros, là, comme je vous ai expliqué, un générateur, c'est une fonction qu'on peut resume, c'est-à-dire qu'on peut appuyer sur pause, faire un autre truc et reprendre. C'est une boucle posable, très schématiquement, c'est ça. Et du coup, là, je m'attends à recevoir ce tableau de nombres lorsque j'ai utilisé mon générateur avec ces valeurs. Mais je précise mon scénario de test. Je précise ici que quand j'ai ces valeurs de début et de fin, que je ne spécifie pas le step, c'est-à-dire de combien de valeurs je saute à chaque fois, par défaut ce sera 1, et que j'appelle 2 fois la fonction play du générateur, qui va s'auto-pause, eh ben, je devrais avoir ce tableau-là. Et du coup, bah, comment je fais? J'arrange les conditions de mon test, donc je précise ce à quoi je m'attends, souvent on va appeler cette variable expected. Ensuite, je crée
l'objet que je veux utiliser, mon générateur, et ensuite j'appelle 2 fois la fonction qui permet de le play. Et ensuite je vérifie dans le assert, donc mettre en place les conditions du test, agir sur la fonction underTest, voir ce qu'elle renvoie. Et du coup ça, je trouve que c'est un bon exemple, le générateur du ArrangeActPattern, parce que vous voyez vraiment les étapes. On va dire là, c'est très abstrait, c'est décorrélé de tout API, de tout quoi que ce soit. C'est pour ça que je voulais prendre cet exemple-là. Donc ça, c'est pour la partie ArrangeActPattern. Maintenant, de quoi je voulais vous parler? Du state et du error checking. Ça va, on a encore le temps. De tester les endpoints d'une API, les fixtures, les test theories. On va skipper sur les endpoints d'une API parce que c'est quelque chose qu'on fait vraiment très souvent en Node. Donc je skip le scénario 4. Vous le verrez tranquillement vous-même. Le scénario 4, c'était sur la gestion de l'état dans les tests, qui est un sujet hyper important aussi, mais on ne pourra malheureusement pas tout couvrir. Du coup, là, je vais dans mon scénario 5, et là, on sort, on va dire, jusque-là, on a fait ce qu'on appelle des unit tests, c'est qu'on a testé du code sans dépendance externe, des pures fonctions, on leur donne des paramètres, elles sont censées sortir des trucs. C'est juste ça qu'on a testé. Donc ça, on n'a pas eu besoin de mettre en place un environnement de test hyper complexe. Mais là, on va monter un cran au-dessus dans la complexité des tests, c'est-à-dire qu'on va faire un integration test. L'idée, c'est vraiment, j'ai une API qui renvoie du JSON, une API Express, le truc le plus classique du monde, et je veux tester que, quel que soit l'input que j'envoie au serveur, à mon API, eh ben, je reçois bien la réponse que je suis censé recevoir. Donc là, au final, en termes de dépendance, il n'y a pas grand-chose qui a changé. J'ai juste rajouté Express, JSON Web Token, parce qu'à un moment, j'envoie des JSON Web Token, etc., etc. Mais au final, qu'est-ce qui change? C'est que là, pourquoi c'est un test d'intégration et pas un test unitaire? C'est parce qu'en fait, même si tout se passe depuis le code TypeScript avec les dépendances que j'ai installées, etc., ça reste un test d'intégration parce que cette librairie SuperTest, ah oui, j'ai oublié de vous le dire, forcément, j'ai installé SuperTest. SuperTest, c'est quoi? C'est un client qui va être une sorte d'abstraction de ce que fait un client HTTP quand il parle à un serveur. Du coup, en gros, ça va juste récupérer votre API. Votre API, il n'a pas besoin de tourner à ce moment-là. Ça va juste récupérer le code de votre API et ça va faire comme si c'était un client HTTP qui va discuter avec le code. Et du coup, c'est un test d'intégration parce que ça met en place 2 dépendances séparées de votre système, le client et le serveur. Même si tout run dans le même code, ça reste un test d'intégration. Et du coup, comment ça marche ce machin? Pareil, on décrit ce qu'on teste, on dit notre test case, et ce qui est génial, c'est qu'on a même le caractère asynchrone du test qui est joué, et du coup, on dit hey, SuperTest, en gros, ça c'est le client dans son navigateur, ou vous sur votre Postman, eh ben, tu vas me get ça, et je m'attends à ce que la réponse, le code HTTP, soit 200. Pareil, vous pouvez tester le contenu de la réponse, vous pouvez tester le comportement si vous mettez ceci ou cela comme header. Donc c'est très très puissant comme outil et vous pouvez vraiment faire des scénarios de tests HTTP très complexes, très facilement. Du coup, ça c'est la partie test basique d'une API. Quelle heure est-il? Ouais. Et maintenant, on va passer à une partie que je trouve beaucoup de gens rencontrent lorsqu'ils testent une application. C'est à partir du moment où ça implique des fichiers. Ben ouais, souvent dans les applications, vous allez vouloir uploader une photo de profil, un fichier Markdown, peu importe. Et du coup, souvent les gens butent parce qu'ils ne savent pas trop comment tester ça. Mais pareil, c'est pas super compliqué. Du coup, là, on va aller dans le dossier test. Et vous remarquez qu'il y a un nouveau truc dans mon dossier test. Il y a un dossier qui s'appelle fixture. Une fixture, c'est quoi? Ce sont des fichiers statiques que vous allez utiliser dans vos tests parce que vous en avez besoin. Donc typiquement, là, dans mes fixtures, j'ai un fichier que va uploader un utilisateur. Voilà, un simple fichier upload.txt. On va imaginer que notre API elle est capable de traiter ce fichier-là. Donc si on va dans le code, elle traite ce fichier-là sur cette route post-uploads. On utilise un middleware ultra connu, Multer, et puis voilà. Et ça stocke notre truc dans le dossier uploads que vous voyez là. D'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez des uploads en dur, s'il y en a qui font encore ça, eh ben, mettez bien git ignore dedans parce que vous ne voulez pas versionner les fichiers de vos utilisateurs. Du coup, là, dans mon test, comment ça marche? Ben, pareil, j'écris un describe
Et là, on revient dans le quatrième point que j'avais mentionné, mais que je n'avais pas expliqué tout à l'heure sur le Arrange Act Assert. Vous allez me dire, dans Arrange Act Assert, il y a 3 points, il n'y en a pas 4. En fait, le quatrième point, c'est Tear Down. Tear Down, ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans la mesure où votre test devient un peu complexe, vous allez peut-être changer l'état de votre application, que ce soit en termes d'environnement, en termes de fichiers, en termes d'enregistrement en base de données, peu importe. Le tear down, en fait, c'est le fait de resetter l'état de votre application telle qu'elle est au moment où elle démarre, avec deux types de fonctions en geste, par exemple, typiquement, after all. Qu'est-ce que ça va faire? Après que tous les tests aient run à l'intérieur de ce describe, eh ben, ça va supprimer le fichier éventuellement uploadé par l'utilisateur. Pourquoi on fait ça? C'est parce qu'au final, si on veut tester que notre code fonctionne et que le fichier upload a bien été uploadé, il ne faudrait pas qu'il existe avant, parce que sinon on pourrait avoir des faux positifs, et puis bonjour les bugs. Donc les teardowns, c'est extrêmement important quand on fait des tests. Du coup, là, je vous ai mis ce petit snippet-là qui explique comment on fait. Et moi, j'aime beaucoup l'idée de récupérer du code, donc n'hésitez pas. Donc là, en fait, comment ça marche? Pareil, on fait notre post, et là, on peut ajouter un payload, qui n'est plus du JSON cette fois, mais du multipart form data. Et on peut le faire de cette manière. On lui dit, mets-moi ce fichier-là dans itemefile, et c'est parti. Et ça va mimiquer exactement ce qui se passe quand quelqu'un envoie un fichier en cliquant sur un upload button. Et du coup, on peut vérifier après que le fichier uploadé correspond au fichier qui existait déjà dans nos fixtures. Et je reviens sur le principe de fixture qui sont les fichiers qu'on utilise durant nos tests. Du coup, je voulais juste vous montrer ça. Il est 30. Ensuite, il y a un outil vraiment sympa. Les théories. Les tests théories, ça vous verrez aussi dans beaucoup de langages de programmation. En gros, souvent, c'est fastidieux de tester le même code, mais juste avec des paramètres différents. C'est un peu relou. Genre, qu'est-ce qui se passe quand je t'envoie un truc qui a 8 lettres? Qu'est-ce qui se passe quand je t'envoie un truc qui a 9 lettres? C'est mieux que de ne pas tester du tout, mais on peut aller encore plus vite. On peut aller encore plus vite, et comment on peut faire ça? On peut faire ça avec ce qu'on appelle des théories, c'est-à-dire tout un dataset qu'on donne à manger au test, et on lui dit à chaque fois, tiens, je te donne ça, je m'attends à recevoir ça. C'est un tableau de paires de clés-valeurs. Du coup, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, c'est le scénario 7. Parti. Le scénario 7, tac. Où est-ce que j'ai mis mes théories? Ici. Pareil, on reprend le même exemple de file upload. Je mets un peu. On reprend le même exemple de file upload. Voilà, pareil, on vide nos trucs, mais là, vous remarquez qu'il y a plusieurs fichiers. Notamment, heureusement que j'ai mangé parce que je parlerai beaucoup plus vite. Celui-là, par exemple, vous voulez uploader ça, vous voulez uploader ça, vous voulez uploader ça. Ok, fine. Et à chaque fois, on veut vérifier que lorsque ces 3 uploads successifs qui sont des fichiers différents, donc là c'est notre cas de test, on a vraiment l'API la plus permissive du monde, elle accepte plusieurs types de fichiers, du Python, des photos, du texte. Je ne sais pas ce que fait cette API, mais elle le fait. Et du coup, l'idée c'est vraiment, on veut vérifier que l'utilisateur, quand il envoie ça, ça a bien été uploadé, quel que soit le type, l'extension considérée. Donc là, c'est un bon use case pour des théories. Comment ça marche? Eh ben, on dit ici que ça représente le fichier qu'on attend, l'input utilisateur. Donc on précise son encodage, on précise son chemin, et ensuite on dit je m'attends à avoir ça qui correspond au résultat de mon test. Je reprends, ça veut dire l'utilisateur, son input c'est ça, il envoie ce fichier upload.txt, et il s'attend à recevoir, le test s'attend à recevoir après le processing de ce endpoint, parce que le fichier envoyé corresponde bien à la fixture. Mais au final, ce truc-là, eh ben, il est dans le dossier upload. Okay, donc ça, d'ailleurs, je pense que je me suis trompé dans mon test, parce que là, j'aurais pas dû mettre fixture. Je me rends compte en vous en parlant. Donc en gros, je veux que mon truc se retrouve dans uploads en réalité. Donc je reprends, un mec envoie un fichier, et c'est censé se retrouver dans le dossier uploads là, et on peut tout tester à la chaîne, justement, avec GestTheories, qui est tac, une dépendance supplémentaire de dev qui permet justement de faire de multiples inputs dans un test, tout simplement. Donc on va tester ça tout de suite. Paf. Et comme je suis fatigué de parler parce que j'ai soif, je vais vous laisser corriger mon test. Voilà. Je run d'abord mon test. Hop.
Donc là, il va passer un faux positif, que mon test est foireux. Et j'aimerais que vous m'aidiez, moi, pauvre Yacine, à trouver pourquoi. Voilà, j'ai écrit un test foireux. What happened? Hop, je trouve que c'est un bon moment d'interactivité. Quelqu'un a une idée? Oui? Vas-y, Louis. Ben ouais, ben voilà. Donc c'est ça, mon problème, c'est que effectivement, ce que je vous expliquais tout à l'heure, je m'en suis rendu compte en vous en parlant, j'envoie ça à l'API, donc les fixtures, mes fichiers de test, et je teste contre le même fichier. Donc forcément, le test va passer. Moi, ce que je veux vérifier, c'est que ça arrive bien dans les uploads. Et du coup, on va corriger ça tout de suite. Mais, comme je suis maniaque, on va quand même vérifier un truc. Tac. Je ne vais pas supprimer les fichiers à la fin. Et non, ils sont bien uploadés sur Upload, frère. Ah. Et du coup, c'est moi qui ai psychoté. Et du coup, je t'ai fait intervenir pour rien, mais c'était une bonne remarque. Et du coup, on parlera après de pourquoi ce test fonctionne. Mais moi, ce que je veux illustrer là, dans mon point, c'est surtout qu'on peut utiliser des théories, c'est-à-dire de multiples inputs par rapport à ce qui est attendu et run un test avec ça plutôt que d'écrire un test à chaque fois pour ce fichier-là et ce fichier-là. Eh ben, on peut faire ça en un go avec ce qu'on appelle un data provider, c'est-à-dire un truc qui va nourrir le test de plein de données différentes. Donc c'est juste ça que je voulais montrer. On en parlera après, Louis, ça m'intéresse maintenant. Et du coup, le gros morceau, avant que je passe, je pense, à notre fameux test d'AI, le gros morceau, parce que le temps passe, c'est le test d'intégration contre la base de données. Alors, souvent, c'est le truc qui va être une sorte de roadblock pour beaucoup de développeurs. Ils font leur test unitaire, tout se passe bien, ils sont contents. Et puis d'un coup, on leur dit « Ouais, mais tu as testé contre la base de données ?» Et là, c'est l'enfer. Moi, j'ai eu cet enfer-là il n'y a pas longtemps parce que je ne connais pas très bien cette technologie pour l'instant sur l'Entity Framework. Je n'avais aucune idée de comment faire. Heureusement, en Node.js, c'est assez facile. C'est assez facile en Node.js, notamment grâce à Docker. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Généralement, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je me crée un Docker Compose qui a un nom spécial, genre test.dockercompose.yaml. Dedans, je mets l'image de base de données, la base de données que je veux spawn. Alors, en gros, c'est un Postgres. Je lui donne les identifiants les plus simples du monde. Donc, impossible de ne pas les retenir ou de les savoir. Ils sont versionnés, donc il n'y a pas de souci. Tout le monde peut jouer les tests facilement. Du coup, ensuite, ce que je fais, c'est par exemple, là, j'ai un DB service. J'ai un DB service. Je le teste comment? Alors, là, j'ai mes petits red squigglies. Et ça, je suis content qu'ils aient lieu parce que je peux vous parler de ça aussi. Je ne sais pas si vous avez eu ce bug. C'est les reference types. Parfois, en fait, sur VS Code, eh ben, il ne va pas reconnaître le langage en question, la fonction en question. En TypeScript, ça m'arrive souvent. Et du coup, bah, je lui mets un reference type. C'était au tout début de TypeScript. C'est pour dire au compiler, en fait, si tu as besoin d'un truc, va le chercher dans les node modules à cet endroit-là. Et ça fait des années que j'ai ce problème. Donc, si quelqu'un dans l'assistance en remote ou ici sait le régler, tant que j'ai besoin de faire ça, ce serait vraiment top. Du coup, je mets un reference type et là, j'ai plus mes red squigglies et je suis content. Du coup, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Et là, on reprend tous les concepts qu'on a vus avant. C'est-à-dire, on prépare, on arrange, mais au niveau de chaque test, parce qu'on peut run ça au niveau de chaque test de manière factorisée. On arrange la connexion à la base de données. On n'oublie pas de supprimer les tables, parce que là, par exemple, on est en train de tester une migration de tables, donc on les supprime avant pour ne pas avoir de faux positifs, pareil. Et à chaque fois, je run le test de migration. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que le point particulier sur lequel je voulais m'arrêter sur ces tests d'intégration, je vous laisserai lire tranquillement ce test-là against the DB. Les deux points dont je voulais particulièrement parler, c'est que vous pouvez vraiment faire des scénarios de tests complexes. Et des scénarios qui, franchement, quand on vous demande de le faire, ça vous paraît impossible, mais en vrai, c'est simple. Par exemple, si on vous dit, qu'est-ce qui se passe si l'API se lance, la base de données fonctionne, mais d'un coup, je perds la connectivité à la base de données, je reçois une requête à ce moment-là. Ça, on peut le jouer super facilement en vrai. Donc, on peut se créer notre petit DB service, tout fonctionne, il réussit à se connecter. Normal, la DB est up avec Docker Compose. Comment on a fait ça? Bah, on fait en sorte que quand on run le test, on met cette commande à rallonge qui dit en fait qu'on run le Docker Compose,
qu'on compile l'application et qu'on run les tests. Et vous faites en sorte exprès, puisqu'on est dans un langage back-end, donc on peut exécuter des commandes shell, on dit à ce moment-là, bah vas-y, kill le service de base de données. Et on regarde ce qui se passe. On met un petit délai, juste pour attendre que le service se kill bien. Et puis après, on voit ce qui se passe quand on essaye de discuter avec la base de données et on est censé avoir une erreur. Et du coup, on peut mettre en place ce genre de système de test, de scénario de test assez complexe. Par exemple, on peut tester des retries. Qu'est-ce qui se passe si ça a échoué une fois, deux fois, trois fois? Est-ce que le truc te renvoie l'erreur définitive au bout de la quatrième fois? Etc., etc. Donc on peut vraiment faire ce genre de test très sympathique. Et là, je meurs d'envie de vous parler du dernier test, le scénario X. En fait, je pourrais m'étendre sur chacun de ces scénarios hyper longtemps, mais moi, je voulais vous parler de ça, du futur. Pourquoi, avec tant d'emphase, je vous parle du futur? C'est parce que je m'étais dit, mais comment on fait aujourd'hui, en 2023, où on va utiliser de plus en plus de chatbots, comment on va faire pour tester l'output d'un Bing AI, d'un ChatGPT, d'un Llama, ou quelque chose que vous hostez vous-même et qui est capable de générer du texte en réponse à des utilisateurs. Comment tester? Je ne sais pas, vous vendez des bagnoles. Vous vendez des bagnoles et vous avez peur, parce que c'est déjà arrivé, que votre bot pète un plomb. Ils disent un truc qui est totalement pas en ligne avec la direction de la boîte, genre les bagnoles c'est mauvais pour l'environnement, casse-toi. Genre si le bot te dit ça alors que tu es le gérant de cette concession de voiture, ben, tu t'arraches les cheveux. Et du coup, le but, c'est d'éviter les risques inhérents à l'utilisation de l'IA générative en trouvant le moyen de la tester automatiquement. Comment mon premier angle d'approche, ça a été quoi? Ça a été de visiter cette librairie TypeChat qui a été faite par un monstre, le créateur de TypeScript, de plein de trucs. J'ai oublié son nom, Anders Hellisberg, un truc comme ça. Et ce gars-là, donc là, quand vous êtes sur GitHub, si vous appuyez sur point, vous pouvez ouvrir un éditeur dans votre navigateur. Et du coup, là, ce qui se passe, comment ça marche? Il a divisé en fait son TypeChat en plusieurs exemples. Je vais aller d'ailleurs sur TypeChat. TypeChat. Là, vous verrez de quoi je vous parle. Là, si vous ne savez pas trop comment utiliser ce truc, la librairie est toute nouvelle. Elle n'a pas tant d'étoiles que ça, considérant que c'est complètement ouf. Hier, à 3h du mat, elle avait 3.9, là, elle a 4.2. Donc, ça commence à faire parler de lui. Vous allez juste dans les exemples et vous browsez le code et vous comprendrez comment ça marche. Comment ça marche, ce truc? On va prendre l'exemple le plus simple. D'abord, on définit les inputs attendus par le bot. En l'occurrence, TypeChat is awesome, blablabla. Et on s'attend à ce que le bot ait une réponse d'un certain sentiment. Et on classifie ces sentiments comme négatifs, neutres, positifs. En gros, on peut vérifier, est-ce que le bot va me dire un truc dark ou un truc « ouais, c'est cool, la vie est belle ». Et du coup, on peut vérifier ça de cette manière-là, avec cette librairie. Et je trouve, après, je ne suis personne pour critiquer TypeChat, mais je trouve que c'est un peu beaucoup d'overhead. Pourquoi? Parce qu'en gros, on va récupérer l'environnement. Normal, l'environnement, il contient la clé OpenAI. C'est compatible avec OpenAI, c'est compatible avec Azure OpenAI. Et il y a une extensibilité qui permet de mettre n'importe quel LLM derrière. Le truc, c'est que là, on va lire du fichier, créer ce qu'on appelle un JSON translator. Et à partir de ce JSON translator qui va lire ça, on va donner l'input à cette fonction de TypeChat qui, à la fin, va dire le sentiment de l'input est réponse data sentiment. C'est génial. Là, je fais le mec qui est feignant parce que ça m'a l'air compliqué, mais cette lib est juste géniale. Cette lib est extraordinaire. Ça, c'est l'exemple le plus simple. Il y a d'autres exemples encore plus fous où, par exemple, vous tenez un coffee shop et c'est un coffee shop tenu par des robots et vous voulez juste vérifier que le robot comprend sous des inputs non formatés, contrairement à la programmation traditionnelle où on s'attend à recevoir ce string, ce string, ce string pour faire quelque chose. Ben là, on a des inputs où je peux dire « Oh, it's a rainy day today, I want a cappuccino ». Ben là, l'API, elle doit pick up que même si le produit ne s'appelle pas cappuccino, mais café spicy, mais qu'en vrai, c'est un cappuccino, ben, elle vous sert le café spicy. Et du coup, ça, c'est une flexibilité qu'on n'a pas dans la programmation traditionnelle, de prendre de la data complètement non structurée, qui ressemble peut-être même pas au JSON initial de votre modèle de données, et en fait, ça marche. C'est juste complètement dingue. Pourquoi? Ben pareil, c'est le même système. On définit ces interfaces d'input. Là, en l'occurrence, c'est un superbe exemple. Pourquoi? Parce que vraiment, ça modélise tous les types de café que vous pouvez acheter à ce café. C'est quand même assez incroyable. Et par exemple,
Quand on veut un espresso, ben, ça peut être un lungo, un ristretto, un macchiato, etc. Et du coup, en loadant ce schéma ici, en appelant cette méthode create_JSON_translator, eh ben, la lib, via le modèle OpenAI, va se mettre en fait dans un contexte où elle est censée avoir accès à ces données et répondre d'une certaine manière parce qu'on lui a demandé un ristretto. Et du coup, on peut vraiment la programmer à l'ancienne, très traditionnellement. If j'ai ça, eh ben, je fais ça, ou sinon je fais ça, mais avec une flexibilité dans l'input qui est vraiment inégalée. Et moi, c'est ça que je trouve fascinant dans le traitement du NLP de manière, on va dire, automatisée, c'est qu'on peut prendre n'importe quelle forme de données complètement non structurée et on peut faire de la programmation traditionnelle avec. C'est juste complètement ouf. Du coup, moi, ce que je voulais faire en regardant tous ces exemples, et là, en plus, c'est parfait, il reste un quart d'heure. En regardant tous ces exemples, je vous laisserai les parcourir. La librairie, c'est TypeChat. Je n'ai pas le lien, je ne te l'ai pas envoyé avant, Théo, mais tu pourras le partager après. En parcourant tous ces exemples, une idée m'est venue en tête, parce que là, tous ces exemples-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils vont checker l'input d'un utilisateur humain. Mais moi, je me suis dit, si je suis, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, si je suis le concessionnaire de ma concession de voiture, bah moi, j'aimerais être sûr que le bot ne dise pas de la merde. Et comment je fais ça? Et c'est là que j'ai arrêté d'utiliser TypeChat et que je suis passé au scénario 10. J'ai juste utilisé, on va dire, l'API de base de OpenAI. Donc, en gros, vous avez besoin de 2 variables d'environnement. Là, forcément, c'est le .env.exemple, donc vous ne verrez pas ma key. Inutile de chercher à l'apprendre. Et vous précisez votre modèle. Pour l'instant, parce qu'on n'a pas payé la première facture, mais qu'on va la payer bientôt, on n'a pas accès à GPT-4. Mais à partir d'un certain nombre de factures payées, je ne sais plus combien, peut-être que Tristan le sait, dommage, il n'est pas là. À partir d'un certain nombre de factures payées, eh ben, on a accès à GPT-4. Et du coup, là, GPT 3.5 Turbo, il va très bien faire le job pour la plupart de vos use cases. Et du coup, comment ça marche mon truc? Alors, je vais vous montrer ça tout de suite. Je me suis créé un NLP service. Ce machin-là, il fait 2 trucs. Il envoie des messages. Et là, je vous ai mis un très long commentaire où vous pourrez comprendre comment ça marche. Et ce ne sont pas n'importe quel type de messages, ce sont des messages avec un contexte. Typiquement, vous avez un exemple ici. Tu peux dire à l'agent, tu peux lui dire, tu vas répondre oui ou non à tous les inputs qu'on va t'envoyer. Genre, il fait beau aujourd'hui, il va dire oui ou non. Il ne va pas élaborer dessus. Et ensuite, vous pouvez définir, grâce à cette fonction, et là je vous expliquais les 3 rôles possibles, vous avez le rôle user, le rôle assistant et le rôle système. En gros, le user, c'est l'humain qui va parler. L'assistant, c'est le bot, mais qui a le contexte des réponses précédentes. Et le système, c'est toujours le bot, mais qui a des consignes, quel que soit l'historique de la conversation. Donc assistant, c'est le contexte avec historique. Système, c'est consigne CT de base. Typiquement, quand tu vas utiliser système, c'est pour lui dire « Frère, tu vas juste répondre oui ou non et rien d'autre. » Ok? Et du coup, système, on définit de base les règles du jeu, entre guillemets, et assistant, on lui dit, on mimique en quelque sorte quelle réponse il aurait dû avoir avec tel historique de conversation. Et du coup, là, en fait, ce que je fais là-dedans, c'est que je crée une fonction qui valide. Oh, j'écris en franglais, j'aime pas ça, je fais jamais ça d'habitude. Et j'écris une fonction qui valide que le message issu du bot correspond bien à ce qu'il est censé faire. Et comment j'ai fait ça? Ben, j'ai utilisé une interface ou des interfaces où j'ai imaginé plusieurs scénarios. Donc il y a l'interface mère, le ton attendu du message et le sujet attendu du message. Pour moi, ce sont les 2 choses les plus importantes. Donc là, c'est complètement Uncharted Territories. C'est avec ça que je suis venu comme idée hier soir. Donc si vous voulez faire évoluer le truc, libre à vous. Et j'ai imaginé plusieurs personas. Les personae, c'est les rôles qu'est censé jouer le bot. J'ai imaginé par exemple le bot qui vend des voitures. Lui, il est censé avoir un ton actif, adaptable, être informatif et il est censé être un minimum curieux sur ce que tu veux. Sinon, il ne va pas te vendre de bagnole. Et du coup, il est censé parler de ça. Il n'est pas censé parler de la Révolution française. Il veut te vendre des voitures. Et du coup, on peut cadrer en gros avec des outils qui se partent parfois dans tous les sens. Moi, personnellement, récemment, j'ai demandé à Bing AI des trucs sur les ASCII tables. Le truc s'est mis à me parler littéralement de fusion nucléaire. Rien à voir. Je dis, mais c'est encore erreur prone. Il peut y avoir ce genre d'hallucination de LLM,
mais elles peuvent avoir des conséquences graves. Par exemple, si vous avez un bot qui va faire du first responder, c'est-à-dire des premiers secours. Imaginez qu'il bug alors qu'il y a des personnes en détresse, vous voyez un petit peu l'impact. Et du coup, moi je me suis dit, puisqu'on parle de tests automatisés, il faudrait pouvoir tester ça. Et du coup, ce que je me suis dit, je vais créer plusieurs personnages. Par exemple, là, c'est le bot qui va présenter les news. Et je vais vous passer au test, ce sera beaucoup plus clair. Je vais passer au test tout de suite. Les tests, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah non, c'est pas ce test-là. Pardon. Ouais, c'est celui-là. Et du coup, ce test, qu'est-ce qu'il va faire? Il est censé, lui, vérifier que notre fonction de validation de l'output du bot fonctionne. Je commence ici. Par exemple, pour le bot qui vend des voitures. S'il vous sort cette phrase-là, I don't want to sell cars anymore, they're ruining the planet, I want to build AI. Donc le truc sort complètement de son rôle, il est out, et toi tu veux acheter une Ford Mondeo, et le truc te sort ça. What? C'est possible, ça peut arriver, parce que c'est déjà arrivé. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Ben, on va tester que si je lui impose d'être une car sales bot response, si je lui impose de parler de vente de voiture et d'avoir un ton actif, eh ben, cette réponse-là, elle ne doit pas passer. Et du coup, on peut agir en avance de phase et dire qu'on n'envoie pas cet output à l'utilisateur, mais qu'on va lui envoyer à la place une fallback response du genre, je crois que je l'avais noté plus haut, ouais, je ne peux pas vous répondre, désolé. Et c'est ce qui se passe quand on utilise Bing et d'autres. Ils ont commencé à implémenter ce genre de truc parce qu'effectivement, parfois, le truc est out of control. Et du coup, on peut tester ça de manière automatisée sur des inputs et des outputs vraiment sans équivoque. Si vous commencez à faire dans la nuance, peut-être que ça va être difficile à tester. Mais là, si c'est un message dépressif comme ça et que le mec veut juste acheter des voitures, c'est sans équivoque un use case où on s'attend à recevoir false. Du coup, je vais run ces tests-là et j'espère qu'il y aura une erreur parce que j'ai laissé un flaky test exprès à l'intérieur. Je vais vous expliquer pourquoi. Ça se trouve, il n'y aura pas d'erreur. Donc, je vais juste vous expliquer rapidement. Quelle heure est-il? Ouais, c'est bon. Je vais juste vous expliquer rapidement qu'est-ce que j'ai testé. J'ai testé le car sales bot, réponse positive, réponse négative. J'ai testé le bot qui présente les news, message pas objectif du tout, message complètement à côté de la plaque, genre donne-moi les news today, et lui il te parle des œufs que mangeait Louis XIV. Rien à voir. Et du coup, c'est censé être false. Logique. Message sur la géopolitique. Voilà, genre la Russie et les États-Unis ont signé un traité nucléaire. C'est censé être true, a priori. Et si je lui demande les news sur les stocks market et qu'il commence à me parler de recettes de cuisine, c'est qu'il y a un problème. Et du coup, on peut faire toutes sortes de scénarios comme ça, où on peut aller loin dans en fait, la reliability du bot. Et on peut voir en fait, à partir du moment où dans certains cas, il va être entre les deux, que peut-être cette partie du domaine, il ne faut peut-être pas la confier à un bot. Que parfois, il sera complètement à côté de la plaque. On peut même quantifier les récurrences de ces tests un peu flaky et dire, OK, c'est peut-être là où les êtres humains doivent intervenir. C'est là où les tests ne vont pas passer systématiquement parce qu'il y a quand même une place à l'interprétation. Et du coup, je vais vous montrer ça tout de suite. npm run test. Du coup, là, je ne vous l'avais pas montré en plus tout à l'heure. On run la stack Docker, puisque il y avait tous les autres tests par rapport à la base de données. J'ai juste fait des surcouches par-dessus. OK, donc là, ça prend un peu de temps, forcément, ça s'appelle l'API de OpenAI. Et du coup, ouais, ça a pris 13 secondes, tous les tests sont passés. Et vous avez remarqué ici, vous avez plein d'outputs où c'est tous les endroits où on s'attendait à faux. Je les ai console logués. Pourquoi? J'ai fait dire au bot, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai fait dire au bot que si tu refuses un message, explique-moi pourquoi. Je l'ai fait ici. Et du coup, là, on sait pourquoi il a refusé un message. Genre typiquement, I don't want to sell cars anymore. Il explique pourquoi il a dit non, que ce n'est pas un message valide par rapport à la personae que je lui ai chargée. Et la personae que je lui ai chargée, c'est, là, il explique que le mec, il a pas envie de vendre des voitures, donc c'est peut-être pas bon. OK? Maintenant, je vais run le test jusqu'à ce qu'il fail. Et j'adore cet exemple et j'aimerais bien ouvrir un débat là-dessus. À un moment, il va fail. Tac, tac, tac. Ça prend un peu de temps, désolé, ça prend 13 secondes généralement. Et j'estime que ça prendrait encore moins de temps si vous hostiez un LLM chez vous. À mon avis, c'est la folie. Vous pouvez run plein de tests sur votre infrastructure. On aimerait bien faire ça chez Reboot Conseil. Stay tuned. Voilà. Du coup, on attend que ce test run. Et s'il ne fail pas... Ah, parfait, parfait, il a fail.
Et là, en fait, j'ai reproduit ça systématiquement. C'est juste sur ce test-là qui fail. Pourquoi? Je vous rappelle le test. Tac, tac, tac. C'est sur la géopolitique. With an informative message about geopolitics, it should return true. Forcément, j'essaye de loader une personne A de mec qui présente les news. OK. Et là, je lui dis juste la phrase, on va dire, a priori la plus neutre du monde. La Russie et les États-Unis ont signé un traité sur les armes nucléaires. Informative, géopolitique, c'est censé returner true. Or, là, dans le test, et c'est là que c'est super intéressant, c'est un return false quasiment une fois sur deux, et on va voir pourquoi. Alors, c'est où? C'est là. L'output est là. Je sais pas si je peux zoomer dans le terminal. Ouh, c'est génial, je peux zoomer dans le terminal. Ah, pardon. Hop. Et du coup, pourquoi ça return false ici? Donc, is not valid because, ça commence à partir de là. Il n'y a pas d'informations récentes qui suggèrent que la Russie et les USA ont signé un traité antinucléaire. Donc en gros, moi j'étais parti dans l'idée de tester le ton neutre et informatif d'une phrase pour pouvoir l'envoyer à l'utilisateur, mais lui, il a carrément fait, avec la knowledge base qu'il a, du fact-checking. Ben non, les États-Unis et la Russie n'ont pas signé de traité nucléaire, donc c'est faux. Et du coup, le test ne passe pas. Et c'est là qu'on voit, quelque part, on a une indice, une intuition de où est-ce que les humains peuvent intervenir, où est-ce qu'il y a de la place à l'interprétation, quand est-ce que s'arrête le fact-checking, quand est-ce qu'on considère juste le ton du message qui est passé en output, etc., etc. Et je trouve ça particulièrement fascinant, et du coup, c'est ça que je voulais partager avec vous. Je pense qu'on va avoir beaucoup de problématiques comme ça, nous, développeurs, dans un futur proche, et qui serait de bon ton de s'y intéresser. Encore une fois, n'hésitez pas à changer le repo. Et je reviens à ta question tout de suite. N'hésitez pas à changer le repo, à contribuer, parce que je trouve ça juste passionnant. Perso, j'ai envie de faire plein de tests sur plein de bots depuis que j'ai commencé ce Let's Stop. Oui, Louis. Ouais. Oh purée. Mec, en vrai, on peut lui donner des consignes dans son contexte. Genre typiquement, oh mais c'est génial. Tu sais quoi? On va tester maintenant. Genre là, je lui ai donné role system. Bah là, en fait, la partie qui fait la partie qui va répondre oui ou non, c'est ça qui me permet de faire la vérification programmatique de est-ce que je valide ou pas. Bah, je peux lui rajouter une consigne. Bah, tu sais quoi? On va tester tout de suite ce que tu viens de dire. Et du coup, role system, you don't do fact-checking. Oh mon gars, c'est ça. C'est brillant. De toute façon, on sait que c'est brillant, mais voilà, il sera encore plus. Et du coup, je rerun ce test. On va voir ce qui se passe. Donc là, il va passer probablement une fois. J'ai remarqué qu'il fail une à deux, trois fois. Ouais, vous m'avez compris. Ouais. Bah non, je peux lui demander de le faire. C'est codé ça, la partie où il explique. C'est parce que moi, je lui ai dit, si le truc ne résolve pas à yes, explique pourquoi. Et on pourrait lui dire, si ça résolve à yes, explique pourquoi aussi. Et du coup, là, c'est passé. Ouais, ok. On fait burn du crédit OpenAI, là, mec. Vas-y. Ouais, ouais, c'est ça l'idée. C'est vraiment contrôler l'output du bot avant de l'envoyer à l'utilisateur. Et là, ça passe pas. Ah si, attends. Là, tu vois, ça n'a pas suffi. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Alors, on est où là? Ouais, il nous a expliqué que, pareil, there is no relevant information about USA having signed the treaty. Pourtant, je lui dis, tu fais pas de fact-checking. Je crois qu'il s'en fiche. Ouais, peut-être qu'il faut... Et là, il faut lui donner la bonne consigne pour qu'il discarde cet élément-là. Mais après, ça devient difficile à programmer parce que les cas sont infinis. C'est ça le problème. Aussi. Ah, ça, c'est vrai. Exactement. Là, il y a un truc, quoi. Ok, bah on va répéter la question. Du coup, je vais m'approcher avec le micro. Vas-y, mec. Je suggérais que c'est peut-être parce que là, on interroge une IA qui est par une entreprise, qui était entraînée avec son propre set de règles. Et vu que c'est une entreprise publique, a dû s'efforcer de l'entraîner pour l'empêcher de
faire des conneries. Ouais, ouais. Pour éviter derrière on est Exactement. attaquable. En fait. Oui. Et du coup, même les tests, Prévaleront. Et c'est là peut-être qu'on voit aussi l'intérêt d'entraîner soi-même son IA, de la hoster soi-même. On peut tweaker, je pense, avoir un peu plus de liberté dans la manière dont on tweak son modèle. Voilà, du coup, on a parcouru les scénarios, à mon sens, les plus importants. Il est déjà 14 h, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est bon? Eh ben, ce fut un plaisir de vous présenter tous ces tests. Moi, je vais continuer à faire ça parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup. Et je vous dis à bientôt pour un prochain Let's Talk. Et là, je te put on the spot, Théo, pour le Let's Talk de Théo sur la stability.ai, parce que ça fait longtemps que tu en parles. Voilà. Merci. Ok. Du coup, tu...